cours extrait de physique-chimie, première spécialité aux éditions Le Livre scolaire sur les combustions. Alors, la réaction de combustion, c'est une réaction chimique qui nécessite des ressources énergétiques, donc qu'on appelle combustible. On appelle combustible un corps qui peut brûler. Ils peuvent être classés en deux catégories, les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Les ressources non renouvelables sont celles qui se forment rapidement à l'échelle d'une vie humaine, donc c'est les cycles des végétaux, les déchets organiques. Les sources non renouvelables sont le charbon, le pétrole. Ces combustibles en fait se forment, mais à l'échelle des temps géologiques, il faut des millions d'années pour former du charbon ou du pétrole. Et donc le pétrole et le charbon qu'on exploite actuellement ne pourra pas se renouveler à l'échelle de la vie d'une société humaine. Alors la biomasse peut se transformer de diverses manières. Ici, cette illustration montre que du bois peut simplement être découpé, scié et puis brûlé dans une centrale qui va permettre de faire de l'électricité. On peut aussi transformer, enfin produire par exemple du maïs qui va être transformé en bioéthanol. Ce sont des carburants, des biocarburants qui vont venir compléter les carburants d'origine non renouvelable issus du pétrole, mais qui ne pourront pas les remplacer facilement, notamment parce que à cause du fait qu'il faut des surfaces agricoles pour produire toutes ces ressources et que les surfaces agricoles sont nécessaires avant tout pour nourrir les gens avant de pouvoir faire des combustibles. Alors l'équation de combustion d'un combustible fait intervenir donc un combustible qui peut être un alcane, donc ce sont toutes les butanes, propanes, les gaz, butane, propane, éthane. Il y a aussi donc parmi les alcanes des alcanes liquides comme l'heptane qui va être de l'essence, des alcanes encore plus longs qui vont faire les gasoils, et il peut y avoir aussi des alcools comme l'éthanol et donc le bioéthanol dont on parlait tout à l'heure, c'est simplement un éthanol fabriqué par des procédés biologiques. Alors, ces combustibles vont réagir avec des comburants, comme le dioxygène. On appelle comburant l'espèce chimique qui fait brûler, et combustible l'espèce chimique qui brûle. Cette réaction produit généralement du dioxyde de carbone. Et bien, quand le combustible contient du carbone, c'est quasiment tout le temps le cas. Ce carbone forme avec le dioxygène la molécule la plus simple et la plus stable qu'elle peut faire, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Et quand le combustible contient des atomes d'hydrogène, eh bien, ça va former de l'eau, puisque c'est aussi la molécule la plus stable qu'on peut former à partir de l'élément hydrogène et de l'élément oxygène. Alors il est indiqué, sauf dans le cas du charbon, puisque le charbon c'est du carbone quasiment pur, donc il va faire du CO2, mais pas de l'eau. Inversement, du gaz dihydrogène, si on le fait brûler, ne va faire que de l'eau et ne va pas faire dioxyde de carbone, puisqu'il ne contient pas d'élément carbone. Ces réactions peuvent être modélisées par une réaction d'oxydoréduction entre les couples oxydants-réducteurs CO2 combustible et H2O O2. Donc O2 va être l'oxydant et le combustible va être le réducteur. Une réaction de combustion incomplète a lieu lorsque du monoxyde de carbone CO ou du carbone se forme. Autrement dit, quand des atomes de carbone se libèrent seuls du combustible, en fait, ça n'a pas fini de brûler parce que le destin entre guillemets du carbone, c'est de finir en dioxyde de carbone. Alors s'il est partiellement oxydé, il va former du monoxyde de carbone, mais on voit qu'il manque encore un atome d'oxygène, et le monoxyde de carbone peut encore s'oxyder pour finir de faire du dioxyde de carbone. Mais ce monoxyde de carbone, quand il se forme, c'est caractéristique d'une combustion incomplète, et ce monoxyde de carbone a aussi la particularité d'être un gaz toxique, très toxique, qui donne lieu à des accidents, des intoxications qui peuvent être mortelles chaque année. Défi énergétique et développement durable. Donc la combustion d'hydrocarbures produit de grandes quantités de dioxyde de carbone. Ce gaz participe à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique actuel.
Alors bien sûr, toutes nos activités produisent beaucoup de dioxyde de carbone, mais il peut aussi y avoir des gaz à effet de serre d'origine naturelle, comme le méthane, la vapeur d'eau. Alors on cherche bien sûr à réduire tout ça, et notamment on peut utiliser des biocarburants. Alors ces biocarburants, comme par exemple le bioéthanol, libèrent aussi beaucoup de dioxyde de carbone, hein. Le bioéthanol, dont on n'a pas la formule ici, le bioéthanol, c'est tout simplement CH3CH2OH. C'est de l'éthanol, donc il y a beaucoup d'atomes de carbone qui vont donner du dioxyde de carbone lorsqu'ils vont brûler lors de la combustion. Mais la grande différence, c'est que si on a produit la biomasse à partir d'une activité biologique, et ben en fait, pour se développer, la matière biologique a pris du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et l'a transformé, l'a synthétisé par la photosynthèse en une molécule qui va devenir le carburant. Donc quand on brûle un biocarburant, bien sûr, on libère du CO2, mais on ne fait que relibérer le CO2 dans l'atmosphère qui avait été préalablement pris dans l'atmosphère par la plante lors de sa croissance. C'est donc un cercle vertueux. La plante absorbe le CO2 pendant ses croissances et quand on la brûle, eh bien, elle restitue ce CO2, mais il n'y a pas à l'échelle de la vie d'une plante, il n'y a pas de CO2 supplémentaire injecté dans l'atmosphère. Ce n'est pas le cas pour le monoxyde de carbone qui se produit à partir des atomes de carbone contenus dans les ressources non renouvelables. Parce que, par exemple, dans le pétrole, il y a plein d'atomes de carbone, mais ils sont sous terre, ils ne sont plus dans l'atmosphère, donc ils ne participent plus à l'écosystème atmosphère tant qu'ils sont sous terre, mais à partir du moment où on les sort et où on les brûle, à ce moment-là, on injecte du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui va s'ajouter au dioxyde de carbone qui est présent à un instant T. On peut calculer la masse de dioxyde de carbone qui va être rejetée lors d'un trajet en essence. Alors si on consomme 1 litre d'essence, l'essence est ici alors de l'octane. L'essence c'est plus souvent de l'heptane, mais bon pourquoi pas. Prenons ce calcul. C8H18 C8H18, oui c'est ça. Donc on a au début, à l'état initial, la quantité de matière d'essence, eh bien c'est la masse d'essence divisée par la masse molaire de l'essence. La masse, donc le masse volumique de l'essence, c'est 700 grammes par litre. On voit que c'est moins dense que l'eau. C'est pour ça que quand un pétrolier coule, bah, le pétrole reste à la surface de l'eau et ne coule pas au fond de l'océan. Et donc le volume, on parle ici d'un litre, donc 703 grammes par litre fois 1 litre divisé par 114 la masse molaire, ça nous fait 6,17 mol. Quand on écrit la réaction de combustion 2C8H18 à l'état liquide plus 25O2 à l'état gazeux donne 16CO2 plus 18H2O, donc on écrit cette équation et on l'équilibre. Bon, donc comment est-ce qu'on peut... Enfin, on ne va pas revenir sur l'équilibrage des équations qui normalement est assimilé à cette période de l'année. Ce qu'on voit, c'est que lors de cette combustion, on produit 16 fois plus de quantité de matière de CO2, enfin du moins, on produit 16 molécules de CO2 pour 2 molécules d'essence. Donc pour une molécule d'essence, on en produit 8 de CO2, 8 fois plus. Alors on fait 8 fois la quantité de matière d'essence, ça fait 8 fois 6,17 qui font 49,3 mol. Et donc 49,3 mol de CO2 dégagé, et bien ça va faire, si je multiplie par la masse molaire du monoxyde de carbone, ça fait 2,17 kg de dioxyde de carbone rejeté. Alors on peut voir que bah tiens, quand on brûle 700 grammes d'essence, eh bien on libère 2,17 kg de dioxyde de carbone. C'est plus, bah, c'est normal parce que dans l'essence, il y avait surtout des atomes de carbone, mais en fait ici, ces atomes de carbone vont s'associer à des atomes d'oxygène qui vont alourdir, enfin qui vont du coup faire la masse correspondante de dioxyde de carbone. Au passage, ça fait quand même, une fois que ça s'est mis
à la pression atmosphérique avec le volume molaire qui est de l'ordre de 22 ou 24 litres par mol, et bien ici on avait 50 mol. Et bien si on fait 50 fois 24, je n'ai pas de calculatrice sous la main, mais vous pourrez faire le calcul. 50 fois 24, et bien ça va faire un paquet de litres de CO2 libéré dans l'atmosphère. Tout ça pour 1 litre d'essence. Divers pouvoirs calorifiques, alors divers combustibles vont pouvoir libérer une quantité de matière et qui n'est pas la même en fonction du combustible. Alors on voit que le dihydrogène a un très haut pouvoir calorifique. Un peu en dessous, on va trouver donc les hydrocarbures et beaucoup plus bas, on va trouver le bois. Alors, d'où vient ce pouvoir calorifique? Pour comprendre ceci, on va étudier l'énergie de réaction d'une combustion. Alors, il faut déjà définir l'énergie chimique d'un composé qui est l'énergie stockée dans ce composé en raison des liaisons chimiques qui le constituent. Des liaisons constituent un réservoir d'énergie. Pourquoi? Si on veut casser une liaison, quand on veut casser une liaison, il faut apporter de l'énergie au système. Et quand une liaison se forme, inversement, elle restitue de l'énergie à l'extérieur. La formation de liaisons covalentes d'une molécule libère de l'énergie. Cette énergie est appelée énergie de formation et dépend de la nature des liaisons formées. Et on voit ici dans ce tableau que, par exemple, une liaison simple carbone-oxygène, c'est 358 kJ par mol. Et que voilà, en fonction des atomes, on ne va pas se retrouver avec la même énergie de liaison et en fonction du couple en jeu, bien sûr aussi. A l'inverse, la rupture de liaison covalente nécessite un apport d'énergie, c'est l'énergie de dissociation qui dépend aussi de la nature des liaisons rompues. Alors, quand on fait une réaction chimique, eh bien en fait, on va voir sur ce diagramme d'énergie, on part ici alors on fait un calcul pour du propane C2H8 à l'état gazeux, qui va réagir avec du dioxygène. Donc on a ici des molécules qui représentent un certain niveau d'énergie. Et on peut calculer l'énergie qu'il faut pour dissocier tout ça, c'est-à-dire casser entièrement les molécules et faire que tous les atomes soient entièrement séparés. Alors bien sûr, ça c'est pas un état stable, ça n'existe pas, on ne va pas les rencontrer comme ça dans la nature, mais ça nous permet de passer d'un bilan où on a les réactifs à un état où on a tous les atomes tout cassés, on pourrait dire. Voilà, donc on peut calculer l'énergie. Ici, on calcule le nombre de liaisons carbone-carbone qu'on a dissociées. Donc on a dissocié 2 liaisons carbone-carbone, on a dissocié 8 liaisons carbone-hydrogène et on a dissocié 5 liaisons oxygène-oxygène. Voilà. On l'obtient en analysant ce qui est cassé ici. Et c'est le calcul qui est refait ici. Voilà. Donc on arrive à une énergie de dissociation de 6516 kJ par mol. Donc pour l'instant, il a fallu apporter cette énergie pour tout casser. Mais par contre, quand on va reformer les produits étant plus stables que les réactifs, c'est d'ailleurs pour ça que la réaction se produit, eh bien on a une énergie de formation qui va être libérée et qui va être plus grande que cette énergie de dissociation. Alors comment est-ce qu'on calcule cette énergie de formation? On part de tous les atomes qui ont été dissociés et puis on reforme une nouvelle molécule. Donc ici on a 6 liaisons carbone-oxygène et on a 8 liaisons. Ça c'est H2O, donc on a 8 liaisons oxygène-hydrogène. Et bien quand on calcule tout ça en reprenant les valeurs de chacune des liaisons dans ce tableau, et bien on obtient moins 8482 kJ par mol. Et donc, pour tout casser, on a dû apporter 6516 kJ, mais on récupère 8482 kJ. Donc, pour une mol, on a un bilan qui va être de moins 1966 kJ par mol, ce qui veut dire que la réaction est exothermique. Le système a bien perdu de l'énergie, puisque on retrouve le signe moins affecté à la valeur de l'énergie. L'énergie libérée, donc moins 8000 soit une énergie libérée, oui, alors ici on calculait pour 5 mol de propane, donc on multiplie simplement par 5 pour pouvoir répondre à la question de l'exercice. Alors
On représente souvent le phénomène de combustion par le triangle du feu. Le triangle du feu, on dit que pour faire un feu, il faut du combustible, du comburant et une source de chaleur. Ben en fait, cette source de chaleur, elle explique, elle est là. C'est l'énergie d'activation pour commencer à casser les premiers atomes avant qu'ils ne puissent libérer de l'énergie. Et bien sûr, quand on a dans un combustible qui est en train de brûler cette grande libération d'énergie, eh bien, une partie de l'énergie libérée par certains atomes qui sont en train de faire cette réaction va pouvoir échauffer les molécules des réactifs voisins de manière à les dissocier, de manière à ce qu'ils restituent de l'énergie, de manière à ce qu'ils chauffent les voisins, etc., etc. Et c'est comme ça que le feu se propage. Donc voilà le combustible, voilà le comburant, et voilà l'énergie d'activation qu'on retrouve dans le fameux triangle du feu.